Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 mars 2023. Alors ce matin, je me suis amusé un peu à interroger ChatGPT, le, le robot conversationnel. C'est les premiers balbutiements, probants en tout cas, de l'intelligence artificielle. Et ce que j'observe depuis son arrivée spectaculaire à la mi-janvier, c'est que beaucoup de profs fréquentant ma librairie sont absolument catastrophés, voire sidérés. Bon, je ne suis pas prof, va sans dire. Et quand je lis que ChatGPT peut écrire des romans, écrire de la poésie, nous offrir par exemple une version en joual de Le Dormeur du Val de Rimbaud, et toutes ces incroyables prouesses technologiques et scientifiques et intellectuelles et tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'un des profs me disait que les gouvernements devraient pouvoir être informés par avance des avancées de la Silicon Valley. Alors c'est méconnaître comment fonctionne le capitalisme, je pense. Le capitalisme, la pulsion de création, si je peux dire, qui n'est pas le capitalisme, mais dont le capitalisme est non pas le véhicule, mais qui est la manière de prendre, d'irriguer, de détourner, de cannibaliser, de récupérer. Le capitalisme créatif, si je peux dire, est mu à la fois par l'appât du gain, le désir d'éternité, et oui, le désir de découverte, la volonté d'explorer. Il est mu par une volonté de puissance propre à lui, qui lui fait faire des avancées très spectaculaires, qui réussit d'une certaine manière à, à apporter un certain nombre de choses. Je ne veux pas faire l'apologie ici du capitalisme, mais vous comprenez que sa puissance réside au fond dans sa capacité à la fois à fédérer, peut-être qu'ici je vois bien que je suis en train de m'avancer sur un terrain glissant, et c'est pas tellement ce que j'avais envie de faire. Mais ce commentaire de ce prof, horrifié, m'a quand même interpellé. M'a quand même interpellé beaucoup, beaucoup. Et je voyais bien qu'il ne comprenait pas que les gouvernements, en tout cas les structures étatiques, doivent, non seulement elles sont en retard par rapport aux avancées technologiques, les structures gouvernementales sont toujours en retard, et c'est pas leur rôle de proposer un modèle technologique ou un modèle économique. Leur rôle, c'est de faire ajuster tout ça, de faire tenir tout cela. Ils ont recours également, les structures gouvernementales, à des firmes conseils. Des firmes conseils qui ont mobilisé les meilleurs esprits, les meilleurs analystes, les meilleurs prévisionnistes, les meilleurs actuaires, les gens qui auront développé une extrême compétence dans des domaines assez précis. Alors le gouvernement, forcément, quand des gens sont mis au pouvoir, que ce soit des députés, des ministres, les hauts fonctionnaires, eux, restent, mais souvent ces fonctionnaires ne sont pas au fait, ou en tout cas ils sont au fait modérément. Et ils doivent être informés par des gens dont c'est la spécialité
de savoir un certain nombre de choses. Je comprends que cette idée-là peut être choquante quand le gouvernement a recours à ces firmes pour pouvoir, par exemple, juger de mesures sanitaires. On l'a vu il y a peu de temps. Je peux comprendre, mais on imagine bien que tout aussi doués que peuvent être des ministres de la Santé, par exemple, et tout aussi doués que peuvent être les fonctionnaires attachés, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires intermédiaires attachés à cette tâche, tout aussi doués peuvent-ils être, on aura bien compris qu'ils devront sans doute aller chercher des évaluations externes. Évidemment, va sans dire, je comprends que cette idée-là est choquante. Mais je m'égare beaucoup parce que c'est pas de ça que je voulais vous parler. Mais ce cri effrayé de ce prof a quand même retenti en moi. Et je comprends qu'un prof, qui est un fonctionnaire de l'État, ait envie que l'État ne le laisse pas tomber devant cette déferlante qui est ChatGPT et qui va modifier en profondeur, sans doute, l'éducation. Alors, on ne pourra pas, il n'y aura pas de loi pour entourer ChatGPT. Peut-être que la question même du plagiat, qui semble en horrifier plus d'un, peut-être même cette question du plagiat est un peu caduque, en tout cas. Et je pense que peut-être que le cerveau connecté, c'est-à-dire l'ensemble des esprits réfléchissants, eh bien, devra peut-être être mis plus en avant que la recherche individuelle à proprement parler. Il est évident que les chatbots, les robots conversationnels, sont structurés par des êtres humains. Et le langage cybernétique, qui est le véritable langage, à mon sens, qui est vraiment le langage qui régit les grands ensembles structurels de notre société, font et relèguent à l'arrière-boutique le langage humain, incluant le globish. Surtout le globish, j'aurais envie de dire. Et sans doute, bien s'exprimer sera le comble du raffinement d'ici peu de temps, peut-être. Ou de la singularité. Oh, que je m'éloigne de mon sujet. Je m'éloigne tellement de mon sujet. Et toutes les choses que je viens de vous dire, je ne pensais pas vous les dire ce soir. Alors, je vais revenir à la base de la base. Ce matin, moi, je l'aime bien, ChatGPT. Il faut quand même le dire. Je ne le crains pas. Il m'amuse plutôt. Et j'ai envie de vous dire que pour toutes les tâches assez ennuyeuses, eh bien, on peut confier à tous les robots on peut leur confier toutes les tâches possibles, incluant peut-être celle d'enseigner. Oh, je sais que j'entends déjà certains cris. Mais il y a des profs... non, je n'ai pas envie de parler des profs. Je n'ai pas envie de parler des profs. De toute façon, les profs, je les estime. C'est pas ça mon point. Alors, ce matin, voilà, on va y arriver, J'allais vous parler de ça, le sens de la culture de John Cowper Porges, mais je pense que ce sera pour une autre fois, peut-être demain. Parce que là, je m'éloigne trop de mon sujet ce soir, trop de digressions. C'est échevelé, mon truc. Mais je vais quand même vous dire un certain nombre de choses sur Porges, parce que ça a un lien direct. Ce matin, je me suis amusé à demander, c'était quoi? Moi, il y a deux, en fait, on revient à la base. Au début de la vingtaine, dans ma petite vingtaine, il y a deux penseurs qui m'ont beaucoup influencé et deux aspects précis de la pensée de ces deux penseurs, c'est l'éternel retour de Nietzsche et la synchronicité de Jung. Ces deux choses-là, je n'ai jamais cessé d'y réfléchir depuis 40 ans. À cela, ajouter à cette réflexion d'ordre métaphysique,
les catégories du temps, de l'infini, de l'éternité, de l'espace. Et si j'ajoute la lecture faite récente de Bernard Chouraki, qui affirme péremptoirement que nous ne mourrons jamais. Alors j'ai demandé à ChatGPT, qui s'avère être un métaphysicien plutôt correct, s'il y avait un lien entre la pensée de Jung concernant la synchronicité et l'éternel retour. Eh bien, il a dit que oui, d'une certaine manière, et que le physicien, Pauli, d'ailleurs, je vais vous mettre ça en note de bas d'écran, le physicien Pauli, qui avait réfléchi à la question, disait qu'au fond, les moments de synchronicité, parce que c'est quoi l'éternel retour? C'est qu'on vit indéfiniment la même vie depuis toujours. Et que chaque geste que nous posons dans notre existence, nous allons le reposer à l'infini. Que nous allons vivre sans arrêt la même vie. Et que l'importance accordée à l'impeccabilité des actes et des gestes, ici on rejoint d'une certaine manière Carlos Castaneda, est fondamentale. Alors il faut vivre de telle sorte qu'on ait toujours envie de vivre cette vie-là. Et qu'à partir du moment où on réalise l'importance de l'éternel retour dans nos existences, Nietzsche nous dit, je cite de mémoire, qu'il nous faut graver l'éternité dans nos existences. Il faut apposer sur nos vies un sceau d'éternité. Donner à notre existence un parfum d'éternité. Et Jung, qui dit dans la synchronicité qu'au fond les choses sont reliées par un ordre acausal, mais qui signifie quelque chose pour la personne qui reçoit une coïncidence, qui est témoin d'une coïncidence, qui est l'objet d'une coïncidence, et que les choses sont reliées sans qu'il y ait un ordre causal entre elles. Alors Pauli croyait que, au fond, les moments de synchronicité, c'était des moments où la lumière de l'éternel retour, ou les effets de l'éternel retour, ou la trame de l'éternel retour, nous étaient révélés dans des moments fugaces, et où le non-hasard avait une large part. Je vous ai déjà raconté que pour moi, la réflexion sur la cosmocité de l'existence, pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de penser que nous sommes de toutes petites créatures sur une toute petite planète et que nous vivons dans un immense univers. Et que cet univers-là, qui a une date en tout cas, mais là on ne parle pas des multivers, on parle de le seul univers en tout cas qu'on est capable d'à peu près décrypter, nous dit qu'il a 13 milliards et des poussières d'années d'existence. 13 milliards, c'est un chiffre à dimension humaine. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Il y a des êtres humains qui sont milliardaires. Alors, le chiffre est gigantesque, mais, toute proportion gardée, il est à dimension humaine. Alors, 13 milliards d'années, c'est quoi eu égard à l'éternité? L'éternité qui n'a ni début, ni fin. Et ça rejoint d'une certaine manière, la physique quantique.
C'est rien. 13 milliards d'années, c'est une toute petite goutte d'eau dans l'éternité. Et ce que nous dit, au fond, Bernard Chouraki, c'est que par une sorte de révélation ou d'illumination ou de parfaite conscience, on peut avoir accès à certaines vérités éternelles. Et une fois qu'on a pris bien conscience de ces vérités, eh bien, le désir du meurtre disparaît. Parce que ce qu'il dit, Chouraki, c'est qu'au fond, on tue parce qu'on refuse l'idée que nous ne mourrons pas. Et cette idée que nous ne mourrons jamais, elle est tellement insupportable qu'il ne nous reste qu'une alternative, c'est de tuer notre prochain. Je sais bien, ce soir, je vous embarque dans des réflexions un peu saugrenues, mais à bien y penser, si on accepte, si on consent que Nietzsche a développé cette théorie un petit peu avant de devenir fou. Et quant à Jung, il était en parfaite possession de ses moyens. Le fameux épisode du scarabée qui est entré par la fenêtre. Et Scarabée lui-même, qui est un symbole de l'immortalité. Fait de telle sorte qu'au fond, je lisais aujourd'hui, ce matin, dans le journal, un chroniqueur qui se plaignait des ravages de la drogue, au fond, et il blâmait, en bon réactionnaire qu'il est, il blâmait les années 70 d'avoir apporté un esprit de délinquance, de dévergondage. Et bref, le problème, je pense que le problème de la drogue est une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème, c'est le nihilisme ambiant. Et le fait qu'on vit dans un monde dénué de transcendance. La drogue comble un besoin de transcendance. Et la contre-culture des années 70 était une réponse au matérialisme grossier qui se mettait en place et aussi une réponse au camp, à la Shoah et à l'arme nucléaire. On découvrait, à peine 20 ans plus tard, les effets secondaires du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Cette abomination que nous découvrions par des reportages, par des textes. On a mis un certain temps avant de réaliser l'abomination des camps d'extermination. Et la contre-culture était d'une certaine manière une réponse à cette infinie violence. Et elle a apporté avec elle, évidemment, des expérimentations d'ordre psychique, comme les découvertes de Hoffman sur le LSD. LSD dont on reprend les recherches après des décennies d'oubli. Le problème, c'est pas les années 70, c'est pas les hippies, c'est pas la contre-culture, c'est les années 80, avec les Golden Boys qui sont apparus, avec une autre forme de drogue qu'on a appelée la cocaïne, qui, elle, n'a rien de transcendant. Je veux dire... Et dans la mauvaise lecture que fait ce chroniqueur, que pour ma part je juge tout à fait déprimant, mais déprimant, pour moi c'est un dépresseur. Lire ce type-là, c'est un dépresseur. Je le lis de temps à autre pour prendre le pouls, mais ce matin c'était du grand art, parce que confondait la cause avec les effets. Les églises sont vides. Je n'ai pas ni à m'en réjouir, ni à m'en désoler, mais je sais que l'être humain
aspire, l'être humain ne peut pas être perpétuellement coupé des interrogations métaphysiques. L'être humain, il est taraudé par le mystère de l'existence. Et des nuées de philosophes, de théologiens, de scientifiques ont réfléchi au sens de l'existence. Et certains d'entre eux ont apporté leur petite contribution à la vaste compréhension des choses. Et on peut ajouter ChatGPT faisant partie des outils dont nous disposons maintenant pour réfléchir. Que les robots fassent le sale boulot, pas de problème. Laissons-les faire. Évidemment, il y aura d'autres problèmes. Évidemment, la redistribution de la richesse, où va aller cet argent qui sera économisé par l'intelligence artificielle. Bon, on a une petite idée, ça va toujours être un petit nombre qui vont détenir les vecteurs. Mais ça, encore là, c'est une autre histoire. Et cette histoire-là, elle est d'ordre politique. Et ici, peut-être que les gouvernements sont dépassés, mais les citoyens ont quand même des outils. La démocratie en est un. Imparfait, fragile, bien souvent inadéquat. Mais il est là. On le voit en France en ce moment avec les manifestations. Où la rue fait partie du processus démocratique. Il n'y a pas que le vote, il n'y a pas que les urnes. La rue aussi n'est pas qu'un espace commercial, c'est un espace d'échange, c'est un espace de parole. Alors que des citoyens se mobilisent, ça fait partie aussi du jeu démocratique. Alors, je me suis, pour revenir à ChatGPT et cette question de l'éternel retour, je l'ai soumis à des questions métaphysiques, ça m'a beaucoup amusé. Alors, je vais demander quels étaient les auteurs qui ont été influencés par l'éternel retour de Nietzsche. Ben, en premier lieu, il y a Powys, c'est une petite coïncidence. C'était de ce livre-là dont je voulais vous parler ce soir. Mais je ne vous en parlerai pas ce soir. En particulier, un chapitre qui est consacré à la lecture. Et la lecture était très importante chez Powys. Très, 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 très importante. Et alors, ce matin, j'ai interrogé ChatGPT sur quels étaient les auteurs, donc, qui ont été influencés par la théorie de Nietzsche sur l'éternel retour. Eh bien, il n'a pas été étonné que Powys y figure, ni Hermanès, ni Borges, ni Italo Calvino, ni Kundera, ni Thomas Mann. Mais dans cette recension, on n'y trouvait pas une vie divine de Philippe Solers, qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si c'est mon préféré de Solers, mais assurément, celui-là, c'est parce qu'il rejoignait cette interrogation de base faite dans la petite vingtaine. Et c'est aussi ça le miracle de la lecture. On peut parfois avoir des éclaircissements sur certaines questions qu'on se pose tôt dans l'existence et trouver des réponses 30 ans plus tard par la lecture. Alors, demain, je vais vous parler du sens de la culture de Powys. Je me suis beaucoup égaré ce soir, je pense. Une vidéo échevelée. Ben voilà. Ça arrive parfois que l'esprit vagabonde dans tous sens et qu'il nous entraîne bien au-delà de ce qu'on avait prévu. C'est peut-être ça aussi, jouir de la pensée.
C'est autre chose que le marmonnage. Évidemment, brasser des grands concepts difficiles à définir comme l'éternité ou l'infini, qui sont pour moi deux plus beaux mots de la langue française, je n'ai jamais cessé de réfléchir à ce qu'est l'éternité, ce qu'est l'infini. La religion apporte des réponses à cela. Mais aujourd'hui, la religion, visiblement, ne nous suffit plus. Alors, il faut fabriquer ses propres outils conceptuels, peut-être. Ou avoir recours aux grands textes qui se sont penchés sur ces très vastes questions. Évidemment, dans le cas de l'infini, les mathématiciens y ont participé. Et dans le cas de l'éternité, c'est davantage les théologiens qui ont mis leur esprit à la manœuvre pour essayer de conceptualiser cette notion qui est quand même toute proche avec celle de l'infini. Voilà, à demain.